Enfin, la musique qui s'arrête à ce moment-là. Coucou la rediff, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live lecture. On va passer au chapitre 3 de L'Abysse du Temps, la version fanfic de Nathalie Wingate Peasley. Dans les épisodes précédents, Nathalie, une jeune femme vraiment pas comme les autres, s'est retrouvée atteinte d'une amnésie étrange qui l'a privée de sa vie pendant plusieurs années. Pendant ce temps-là, elle semble avoir été habitée par une entité étrange, tandis qu'elle se rappelle de souvenirs d'un monde étrange. Elle n'est vraiment pas normale. Voilà. J'ai amené ma gourde d'influenceuse pour essayer de survivre à cette lecture. On va y arriver. Donc je rappelle, le dernier chapitre, c'était vraiment elle qui décrivait dans ses rêves les lieux, et basiquement, c'était l'Angleterre avec des palmiers. Basiquement. Et c'était très grand. Comme je l'ai dit, ce n'était pas immédiatement que ces visions commencèrent à prendre leur caractère effrayant et sauvage. Certainement beaucoup de personnes ont rêvé de choses intrinsèques plus étranges. Choses mêlant des bribes séparées dans la vie de tous les jours, venues des images, des lectures et réarrangées de romans fantastiques par les caprices imprévus du sommeil. Au début, je considérais ces visions comme naturelles, même si je n'avais pas été auparavant une rêveuse aussi extravagante. Beaucoup de ces anomalies brouillardeuses, me disais-je, pouvaient surgir de... Merci bout de gras pour le follow. J'espère que t'as le contexte. Si t'as pas le contexte, je laisse le chat te raconter. Et Grégan le petit serpent te dit bonjour, bien sûr. Beaucoup de ces anomalies brouillardeuses, me disais-je, pouvaient surgir de sources trop nombreuses à poursuivre, tandis que d'autres semblaient imiter un classique manuel d'école sur la flore et autres éléments du monde primitif d'il y a 150 millions d'années, le monde à l'âge permien ou triassique. En l'espace de quelques mois, cependant, l'impression de terreur grandit selon une force s'accumulant. C'est quand les rêves commencèrent à prendre si infailliblement l'aspect de souvenirs, et quand dans mon esprit ils commencèrent à se relier à ces perturbations abstraites grandissantes. Le sentiment d'une mémoire limitée, les curieuses impressions quant au temps, l'intuition d'un détestable contact avec ma personnalité spoilée des années 1908 à 1913, mais bien plus tard, cet inexplicable dégoût pour mon propre être. Oh non, ça y est, elle est passée dans la partie gothique ou... Pas gothique, mais émo où tu te détestes toi-même. Oh non. À mesure que certains détails précis commencèrent à pénétrer les rêves, leur horreur se multiplia par 1000. Ça fait enfant. Par 1000. Jusqu'à ce qu'en octobre 1915, je sentisse qu'il me fallait réagir. C'est dans cette période que je commençais une étude assidue des autres cas d'amnésie et de vision, ressentant qu'il me fallait désormais objectifier mon problème et en séparer ce qui tenait à sa puissance émotionnelle. Elle a écouté du Evanescence, c'est sûr. Attendez, émotionnel. Cependant, comme dit plus haut, le résultat fut d'abord l'exact opposé. Cela me perturba encore plus de découvrir que mes rêves avaient eu des équivalents aussi exacts, et spécialement quand les témoignages venaient de temps trop précoces pour disposer des connaissances géologiques ou de n'importe quelle idée de paysage primitif de la part de leur sujet. De plus, beaucoup de témoignages fournissaient d'horribles détails et explications en relation avec les visions de grands bâtiments et de jardins comme des jungles et autres choses. Mes visions de l'époque et mes sensations imprécises étaient suffisamment désagréables, mais ce que relevaient ou dévoilaient certains des autres rêveurs tenait de la folie et du blasphème. Pire que tout, toute ma pseudo-mémoire était constituée de rêves encore plus néfastes et de menaces de prochaines révélations. Attends. De plus néfastes et de menaces de prochaines révélations. Ok. Excuse-moi Nathalie, j'ai du mal à te suivre des fois. Et pourtant, tous les médecins jugeaient que mon projet parfaitement profitable. J'entrepris des études systématiques de psychologie. Et dans une belle émulation, mon fils Wingate en fit de même. Ses études le conduisant à son poste actuel de professeur.
En 1917 et 1918, je pris des cours spécifiques à la Miskatonic. En effet, j'étais à nouveau étudiante à la Miskatonic. En parallèle, mon enquête sur les témoignages médicaux, historiques et anthropologiques se fit infatigable. Elle me saoule quand elle parle trop sérieusement, pas vous? J'ai envie de dire, vas-y, dis de la merde. Elle me conduisit à des voyages vers de lointaines bibliothèques, à la lecture de ses livres hideux, sur les anciennes coutumes interdites, auxquelles s'était intéressée de façon si perturbante mon autre personnalité. Elle est étudiante depuis 60 ans, c'est vraiment ça. Elle a un fils, elle s'est mariée et tout ça, mais par contre, ça fait 60 ans qu'elle est étudiante. Patap, où est-ce que j'en étais? Pour certains, il s'agissait des exemplaires que j'avais consultés dans mon état altéré, et je fus grandement perturbée par certaines notes marginales et corrections manifestes des effroyables textes dans la graphie, et une langue qui semblait hors du spectre humain. Ces notes étaient généralement dans la langue même de chacun de ces livres, que l'annotateur semblait avoir apprise avec une égale mais très académique faculté. L'une des notes incluses dans les Unosprinkelschenskulten de von Zunt, cependant, m'alarma d'une autre façon. Elle consistait en certains hiéroglyphes curvilignes, de la même encre... À tes souhaits, merci. C'est écrit en allemand. De la même encre que celle des corrections en allemand. Le marqueur rouge. Mais qui n'appartenait à aucun alphabet humain. Putain, c'est 3 pages pour nous dire... Elle parlait pas humain. Et ces hiéroglyphes s'appartenaient de près et sans possibilité de doute aux écritures que je croisais constamment dans mes rêves. Des écritures dont j'imaginais ou savais parfois que j'étais juste au bord de retrouver le sens. Pour augmenter cette sombre confusion, les bibliothécaires plutôt canons auxquels j'avais affaire m'assurèrent, en se référant au registre des consultations précédentes des volumes examinés, j'aime bien comment c'est passé, comme du beurre, que c'est moi-même qui avais fait ces annotations, dans mon second état. Et cela en dépit du fait que j'étais et je suis encore ignorant de trois des langues concernées. À compiler les comptes rendus dispersés, aussi bien anciens que modernes, anthropologiques ou médicaux, je mis au jour un mélange étonnant consistant de mythes et d'hallucinations dont la vision et l'étrangeté me surprirent fortement. Coucou Naïrim, bonsoir Zou, bonsoir le marais, bonsoir le retour de la fanfiction, on adore, et oui toujours, chapitre 3. Attendez. Deb me surprirent fortement. Une seule chose me consolait, le fait que ces mythes avaient une existence aussi ancienne. Quel savoir perdu aurait pu nous fournir des images de paysages paléozoïques ou mésozoïques dans ces fables primitives, je ne peux le conjurer. Mais ces images étaient là. Ainsi existait-il une base à la formation d'un certain type de délire. Ces récits d'amnésie découlaient sans aucun doute de quelques figures mythiques principales, mais après coup, l'accumulation des mythes avait pu réagir sur les victimes d'amnésie et imprégner leur pseudo-mémoire. J'avais moi-même lu et entendu ces récits de l'origine pendant mon éclipse de mémoire. Mon enquête le prouvait amplement. Et ce n'était pas naturel. Alors que mes rêves et impressions émotionnelles ultérieures se colorent et s'assemblent selon ce que ma mémoire conservait subtilement de mon état second? C'était une question. Quelques-uns de ces mythes avaient des relations significatives avec cette nébuleuse de légendes sur le monde pré-humain, en particulier ces contes hindous parlant de Je vais me recevoir un screamer, c'est ça. Voilà, pardon. Merci, j'avais besoin de... Cette musique a déclenché un trigger dans ma tête, ne vous inquiétez pas. Patapatap. Mon second état. Nébuleuse de légende. en particulier ces contes hindous parlant de stupéfiantes abîmes du temps.
et constituant une part de la tradition des théosophes d'aujourd'hui. Se représenter... Attends, quoi? Ah oui, non. Ou pas une page. Ça n'avait pas de sens. Les mythes originels et la désillusion moderne se rejoignirent dans leur affirmation que l'humanité est seulement une, et peut-être la dernière, de celles qu'a longuement porté notre planète de race évoluée, dominante et largement ignorée. Des choses de formes inconvenables, laissait-il entendre, ont élevé des monuments grimants jusqu'au ciel et pénétré le moindre secret de la nature avant que le monde amphibien ancêtre de l'homme ait rampé hors des mers chaudes il y a 300 millions d'années. Certaines sont venues depuis les étoiles, quelques-unes étaient aussi vieilles que le cosmos lui-même. D'autres ont grandi depuis des germes terrestres, aussi loin en amont des premiers germes de notre cycle de vie que ces germes sont longs. Quoi? Attendez, what the fuck? D'autres ont grandi depuis des germes terrestres, aussi loin en amont des premiers germes de notre cycle de vie que ces germes sont loin de nous-mêmes. D'accord. On se mit à parler librement de durées de milliers ou de millions d'années, de liens entre galaxies et univers, et même si cela ne voulait rien dire, alors rapporté au sens commun des hommes. Mais la plupart des récits et impressions concernaient une race relativement tardive, dont la forme étrange et très élaborée ne ressemblait à aucune forme de vie répertoriée par la science, qui aurait vécu jusqu'à seulement 50 millions d'années avant l'apparition de l'homme. Oui, on connaît tous les monuments en forme phallique, Nathalie. C'est ça, exactement. L'apparition de l'homme. Et elle était, prétendait-il, la plus grande race de toutes. Et elle seule avait pour cela conquis le secret du temps. Elle avait appris toutes choses qui avaient été connues ou seraient un jour connues sur la terre. Par la seule puissance et vivacité de son esprit à se projeter dans le passé et le futur, même par-delà les abysses de millions d'années, et s'approprier les coutumes de chaque époque. Faut qu'il arrête, vraiment, il commence toutes ses phrases, Nathalie commence toutes ses phrases par « et ». C'est genre, il y a un point et après, il y a « Et de ce que réalisa cette race vinrent toutes les légendes de prophètes, y compris celles de la mythologie humaine. » Vous savez quoi, je vais mettre des « et » partout à partir de maintenant, on va voir si ça améliore le récit. Et dedans ces vastes bibliothèques, des volumes de textes et d'images rassemblaient l'ensemble des annales de la Terre, l'histoire et la description de chaque espèce qui avait été ou qui serait un jour, avec des comptes rendus de leur art et de leurs exploits, et de leur langue, et de leurs coutumes et psychologie, et avec ce savoir embrasant tous les âges. Je tiens à dire que j'ai rajouté qu'un seul « et » dans la dernière phrase. Et avec ce savoir embrassant tous les âges, la grande race, écrit avec un grand G et un grand R, prit de chaque lieu et chaque forme vivante les pensées, les arts, les méthodes qui pouvaient convenir à sa forme, à sa propre nature et sa situation. Et la connaissance du passé... non, ça m'emmerde, j'arrête. La connaissance du passé, à l'abri, derrière une projection mentale, hors de ses sens reconnus, était plus difficile à reconstituer que la connaissance future. En ce cas, la solution était plus facile et plus matérielle. Avec l'aide mécanique appropriée, et une intelligence pouvait se projeter elle-même dans un temps ultérieur, percevoir une route vague et extrasensorielle jusqu'à ce qu'elle approche de la période désirée. Alors, après des essais préliminaires, elle se saisissait de ce qu'elle pouvait découvrir comme espèce la plus représentative du plus haut qui atteignait les formes vivantes, pénétrant le cerveau de l'organisme et y installant ses propres vibrations, tandis que l'esprit spolié était renvoyé à l'époque de son remplaçant, confiné au corps de ce dernier jusqu'à ce que ce processus inverse soit déclenché. L'esprit projeté dans le corps de l'organisme futur se présentait comme un membre de la race dont il avait pris la forme extérieure, apprenant aussi vite qu'il pouvait apprendre
de l'époque choisie et de la masse de ces savoirs techniques. Oh putain, c'est chiant, hein. Oh la vache. Les annales de chaque espèce et son art et sa culture, ok. Et ça donne quoi et ça donne quoi le concombre de mer? Franchement, ça c'est le brainfuck. Bah, c'est ça le brainfuck? C'est ça. Exactement. C'est ça, se faire brainfuck a priori. Par contre, j'aime bien comment, du coup, elle a tout compris à l'histoire, quoi. Elle est vraiment trop forte. Genre, elle a juste étudié pendant quelques années à la Miskatonic et elle en est arrivée à cette conclusion-là. Fuck, fuck les théories plausibles. L'esprit déplacé pendant ce temps, renvoyé à l'époque et au corps du remplaçant, était soigneusement confiné. Il était mis à l'abri et protégé par le corps qui l'occupait, et vidé de tout son savoir par des questionneurs experts et plutôt beaux gosses. Et souvent, on le questionnait sur son propre langage. Quand de précédents sauts dans le futur avaient permis de rapporter des archives de ce langage. Si l'esprit venait d'un corps dont la grande race n'avait pu physiquement reproduire le langage d'intelligentes machines avait été fabriqué, sur lequel on pouvait interpréter la langue étrangère comme sur un instrument de musique. Les êtres de la grande race étaient d'immenses cônes rugueux, de 10 pieds de haut, la tête et les autres organes reliés à la partie principale du cône, et les membres rétractiles partant du sommet. Et ils étaient plutôt beaux gosses. Ils parlaient en cliquetant et en grattant les gigantesques griffes et pattes qui terminaient 2 de leurs 4 membres, et se déplaçaient par l'expansion et la contraction de sa couche visqueuse qui était leur grande base large de 10 pieds. Waouh. Un immense cône rugueux, ça sonne bas de dragon là. Ah, je crois que c'est ça, hein. J'ai l'impression. Hein. Je crois que le thème c'est le langage. Je crois. Quand la surprise et le ressentiment de l'esprit captif s'étaient résorbés et que, lorsqu'ils provenaient d'un corps très différent de ceux de la grande race, leur forme temporaire non familière ne leur faisait plus horreur. Et il leur était permis d'étudier leur nouvel environnement et de faire l'expérience d'un émerveillement et d'une sagesse à l'image de celle de leurs hôtes, plutôt beaux gosses. Avec les précautions convenables et en échange de services précis, on les autorisait à parcourir l'ensemble du monde habitable, dans ces avions gigantesques ou sur ces véhicules à propulsion automatique semblables à des bateaux géants, qui longeaient ces grandes routes ou fouillaient librement dans les bibliothèques, contenant les rapports sur le passé et le futur de la planète. Putain, mais c'est fou. Ça a l'air plutôt cool, hein, franchement, j'ai envie d'y aller, moi. Genre, si c'est des vacances, franchement, c'est quoi quelques années de votre vie pour aller faire du bateau chez des aliens? La seule race que je vois, c'est celle que c'est Minecraft. C'est vrai que, franchement, on a beaucoup de mal à prendre... C'est lui, le grand littéraire dont tout le monde parle? Eh bah putain, pas grand-chose, hein. Vacances à faire du bateau chez des aliens, plutôt beau gosse. Ça c'est pas rien, ça. Attendez. Nanana, faire du bateau. Ah là. Cela réconciliait bien les esprits captifs à leur sort. Ils passaient plutôt des bons moments, puisque personne n'était autrement qu'aimable avec eux, et que la révélation à de tels esprits de mystères cachés de la terre, les chapitres fermés de passés inconvenables et les tourbillons vertigineux du temps futur, incluant les années suivant à leur propre âge originel, constituaient toujours, en dépit des horreurs abyssales souvent révélées, l'expérience suprême de la vie. De temps en temps, on permettait à certains... Putain, elle est allée en colo, en fait, c'est ça le truc. Les vacances à Riel. De temps en temps, on permettait à certains déplacés de rencontrer d'autres esprits saisis depuis le futur, pour échanger mentalement avec une conscience vivant un millier ou un million d'années avant ou après sa propre époque. Et on les pressait tous d'écrire copieusement dans leur propre langue à propos d'eux-mêmes et de leur époque. On joignait ces documents aux grandes archives centrales. On doit ajouter qu'il y avait malheureusement un type spécial de captifs dont les privilèges allaient bien au-delà de ceux de la majorité. Ceux-là restèrent
resteraient en exil jusqu'à leur mort, leur corps dans le futur ayant été pris par les membres de la grande race à l'esprit agile et qui, confrontés à la mort, espéraient échapper à l'extinction mentale. De tels exils et la mélancolie qui s'y attachaient n'étaient pas si fréquents que l'on aurait pu s'y attendre, tant la longévité de la grande race atténuait leur attachement à la vie. Surtout parmi les esprits supérieurs capables de projection. Ave vieux con. Ces cas de projection permanente d'esprit ayant leur fin corroborèrent bien ces changements durables de personnalité attestés plus tard dans l'histoire, y compris celle de l'humanité. Alors je tiens à dire qu'au milieu de cette phrase, il y avait 2 phrases. Genre là, la phrase que je viens de lire, c'était « Tant la longévité de la grande race atténue leur attachement à la vie, y compris celle de l'humanité ». Sauf qu'au milieu, il y avait 2 phrases. Elle est tarée, Nathalie. Comme dans les cas ordinaires d'exploration, quand l'esprit déplacé avait pris ce qu'il souhaitait dans le futur, il constituait un appareil comme celui qui avait permis son voyage et refaisait la projection en sens inverse. Une fois qu'il était revenu dans son propre corps et sa propre époque, l'esprit du captif jusqu'ici retenu retournait à ce corps dans le futur, auquel il appartenait en propre. C'est seulement lorsque l'un ou l'autre des corps était mort pendant l'échange que la restauration était impossible. Dans ce cas, bien sûr, l'esprit projeté devenait, comme ceux qui voulaient échapper à la mort, abandonné à temps dans le futur sa vie, abandonné à temps dans le futur sa vie dans un corps étranger. Ou l'esprit captif, sinon, comme ces exilés permanents de la mort. Donc là, pareil, il y avait 5 phrases. Donc attendez, je relis la phrase que c'était censé être. C'était « Comme dans les cas ordinaires d'exploration, comme ces exilés permanents de la mort, avaient à finir ses jours dans la forme... » What the fuck? Je comprends plus rien à ces tirets. Il a mis des tirets partout. Il va mourir un peu. C'est pas la grande race, genre espèce, c'est la grande race. Oh, c'est vrai, c'est ça. Oh, faut vraiment que je dise ça, en fait. Attendez, on va dire ça maintenant. De toute façon, ils m'ont saoulé avec leurs phrases, là. Je lis des choses et ça me saoule. Destin qui n'était pas si horrible quand l'esprit captif appartenait aussi à la grande race. Ce n'est pas un cas si infréquent, puisque de tout temps, il avait été intensément concernés eux-mêmes par leur propre course. Ça ne veut plus rien dire ce que je dis, c'est pas grave. Le nombre d'exilés permanents de la Grand Race attendait la course et était très restreint, principalement par les très fortes amendes infligées à de grands déplacements de futurs esprits de la Grand Race par des moribonds. Lors de la projection, les arrangements étaient négociés pour infliger ces amendes aux esprits fautifs dans leur nouveau corps du futur, les contraignant parfois à l'échange inverse. Des cas complexes concernant le déplacement d'esprits d'explorateurs ou déjà captifs par des esprits dans différentes zones du passé avaient été décelés soigneusement rectifiés. Dans toutes les époques depuis la découverte de la projection de l'esprit, une partie minuscule mais bien identifiée de la population consistait en esprits de la grande race, venus du passé pour un temps plus ou moins court. Quand on renvoyait un esprit captif d'origine étrangère à son propre corps dans le futur, on le purgeait par un mécanisme d'hypnose compliqué. De tout ce qu'il avait appris à l'époque de la grande race. Ceci à cause de certaines troublantes conséquences inhérentes au portage vers d'autres temps de connaissances générales en quantité trop grande. Ça devient car, ça me fume. Bah là, j'avoue que à la prochaine occasion, je transforme juste ça en course de voiture. Les quelques occasions avérées de claire transmission avaient causé et causeraient dans des moments connus du futur de grands désastres. Et c'était en grande part la conséquence de 2 cas où l'humanité, disaient les vieux mythes, avait appris ce qui concernait la grande race. Ok, c'est le moment.
De toutes les choses survivant physiquement et directement de ce monde à des éternités d'une autre, ne restait désormais que quelques... Comment on dit déjà? Que quelques voitures de course. Hop. En de places éloignées ou sous la mer, et des parties de texte, des effrayantes pistes de course. C'est horrible. Comment on dit piste de course? On dit ça? On dit une piste? Je vais dire stade de voiture, mais c'est pas en fait stade de voiture. Je connais pas assez de choses sur l'automobile pour faire des blagues, je crois. Ainsi, le captif relâché s'en revenait à sa propre époque avec seulement quelques visions très faibles et fragmentaires de tout ce qu'il avait accompli pendant la Grand Race. Ce qui pouvait être éradiqué de sa mémoire l'était, de façon à ce qu'il ne reste du temps de son échange, dans la plupart des cas, rien qu'un blanc lesté d'ombre et de bruit de moteur. Certains anciens captifs avaient une meilleure capacité de souvenir que les autres, et à de rares époques, la possibilité de confronter ces souvenirs. Attendez, certains anciens avaient une meilleure capacité de souvenir que les autres, et à de rares époques, la possibilité de confronter ces souvenirs avait établi des témoignages du passé interdits aux âges futurs. Ah, on n'a même pas eu le temps. Circuit. Merci, putain. Oh là là, je suis terrible, moi. Il n'y avait jamais eu d'époque, probablement, où des circuits, ou des stades, ou des écuries de voitures n'avaient secrètement pas adoré certains de ces témoignages. Le Necronomicon suggérait l'existence d'un tel circuit parmi les êtres humains. C'est pas d'une telle écurie parmi les êtres humains. Un culte qui parfois autorisait à voyager en esprit dans l'éternité jusqu'au jour de la Grand Race. Pendant ce temps, la Grand Race elle-même se faisait presque omnisciente et s'attelait à la tâche d'établir des records avec l'esprit d'autres planètes et d'explorer leur passé et leur futur. On aurait dit que leur esprit cherchait à sonder les temps passés et l'origine de cet orbe obscur et sans âge dans l'espace lointain où ils tenaient leur propre circuit mental. Puisque l'esprit de ceux de la Grand Race était plus ancien que leur forme matérielle, mais en fait c'est un pneu dans les airs. Pardon, désolé. Pardon, j'ai eu une petite révélation. En fait, ils ont un pneu dans les airs. Les êtres d'un monde finissant plus ancien. Attendez, c'est ça? Plus ancien que leur forme matérielle, c'est ça. Les êtres d'un monde finissant plus ancien, ayant appris les secrets ultimes, avaient cherché un nouveau monde et des espèces au sein duquel ils pouvaient espérer plus longue vie, et avaient projeté leurs esprits en masse dans cette race du futur, au mieux adaptée à les héberger. Les choses en forme de cône qui peuplaient notre Terre il y a 1 milliard d'années. C'est ça. Donc ça, c'est eux qui sont adaptés. Ainsi advint la Grand Race. Tandis qu'on laissa mourir des myriades d'esprits laissés en arrière dans l'horreur des formes étranges. Plus tard, ils devraient à nouveau affronter la mort, et cependant survivre au moyen d'une nouvelle migration qui projetterait ces meilleurs esprits dans le corps d'autres espèces ayant une probabilité de durée physique plus grande que la leur. Voici quels étaient l'arrière-fond entremêlant légende et hallucination, quand vers 1920 mes recherches eurent pris une forme cohérente. Vraiment? Putain, t'apprenais l'Ancien Testament? Ah oui, putain, d'accord, c'est autre chose. J'étais en mode, qu'est-ce qui c'est? Nathalie a juste flashé sur un mec fan de voitures, je crois, hein. Elle essaie de s'inventer un passé de... Je sais tout sur les voitures parce que j'ai voyagé dans le corps d'un être du futur. Ah, attendez. Il paraît que maintenant, ça avait pris une forme cohérente. Après tout, en dépit d'imagination amplifiée par des émotions aveugles, est-ce que tous ces phénomènes n'étaient pas facilement explicables? Peut-être qu'un hasard avait pu m'orienter sur des études noires pendant l'amnésie, et que je m'étais mise à lire des légendes interdites, et je rencontrais des membres de ces anciens cultes souvent considérés comme des êtres perturbés, bien qu'un peu beaux gosses.
Tout ceci, à l'évidence, fournissait à mes rêves et sensations malades l'aliment qui m'obséda une fois ma mémoire revenue. Comme pour ces notes de marge rédigées selon les hiéroglyphes vus en rêve et des langages à moi inconnus, mais que m'avaient attribué les bibliothécaires, je pouvais facilement avoir saisi un avant-goût de ces langues pendant mon état second, tandis que sans aucun doute, les hiéroglyphes étaient reconstitués par mon imagination d'après les descriptions des vieilles légendes. Passant de là à mes rêves. J'aime bien quand elle rationalise, ça me fait plaisir. J'essayais de vérifier certains points en échangeant avec les responsables reconnus de ces cultes, mais ne réussis jamais à établir de bons liens. Le parallélisme de tant de cas à des époques différentes continuait par moments à me hanter autant que lors de ma découverte. Mais d'un autre côté, je me disais que ce folklore si excitant était incontestablement plus universel dans le passé qu'aujourd'hui. Toutes les victimes dont les cas étaient similaires aux miens devaient avoir une longue et familière connaissance des contes et légendes, et j'avais seulement appris dans mon état second. Une fois que ces victimes avaient perdu la mémoire, elles s'associaient d'elles-mêmes aux créatures et aux mythes familiers. Les envahisseurs fabuleux supposaient déplacer les esprits des gens et s'embarquaient ainsi dans une quête de connaissances dont elles pensaient qu'elles se rapporteraient à un passé imaginaire et non humain. Et quand elles retrouvaient la mémoire, elles renversaient ce processus d'association et pensaient elles-mêmes selon ce qu'elles avaient perçu lorsque captives et non selon ce qu'elles percevaient et non selon ce que percevaient ceux qui les avaient spoilées. D'accord. C'est dur, hein. Excusez-moi, ces chapitres-là, les chapitres d'avant étaient plus faciles, hein. Là, c'est vraiment rude. Hein. C'est que de la spéculation des enfers. Quand elle retrouvait la mémoire... En conséquence de quoi, ces rêves et pseudo-souvenirs respectaient les figures conventionnelles des mythes. Ces explications avaient beau paraître emberlificotées, elles finissaient pour moi par surplanter toutes les autres, surtout à cause de la faiblesse relative de toutes les théories rivales. Un nombre conséquent d'éminents psychologues et anthropologues convergeaient progressivement vers mon point de vue. Plus je réfléchissais, plus mon raisonnement semblait convaincant. Je finis par disposer d'un vrai bouclier contre les visions et impressions qui m'assaillaient encore. À supposer que j'ai vu d'étranges choses dans la nuit, c'était seulement ce que j'avais lu ou dont on m'avait parlé. À supposer que j'éprouvais de bizarres dégoûts et visions et pseudo-souvenirs. Ceci aussi n'était que l'écho des mythes absorbés par mon état second. Rien que j'ai pu rêver, rien que j'ai pu sentir, ne pouvait avoir de signification pour le présent. C'est rude, hein? Ok, on continue. Rendu plus forte par cette philosophie, mon équilibre nerveux en profita grandement, même si les visions extraordinaires, plutôt que les impressions abstraites, devenaient plus pesantes et fréquentes, et me perturbaient par encore plus de détails. En 1920, je me sentis capable à nouveau de reprendre mon travail régulier, mis en pratique mes connaissances nouvellement acquises, en acceptant un monitorat psychologique de l'université, mon ancienne chaire d'économie politique. Mon ancienne chaise, ça a marqué chaire. Mon ancienne chaire d'économie politique avait été de... non, ça veut peut-être dire chaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mon ancienne chaire d'économie politique. Mon ancienne chaire d'économie politique avait été longuement répourvue avec bonheur. Répourvue avec bonheur. Et en dehors de cela, les méthodes d'enseignement de l'économie avaient grandement changé depuis mes beaux jours. Mon fils avait alors juste commencé ses études postdoctorales, qui le conduisait à son poste actuel de professeur, et nous pûmes travailler ensemble à satiété. Fin du chapitre 3. Eh bah putain. Il était chiant ce chapitre, hein. C'est une petite pause d'ailleurs, mini-pause, je vais aller aux toilettes. Vous allez vous battre pour la gloire de la grande race, la grande course automobile.
Ah, on est un peu des enfants de la parade de minuit, tu es notre institutrice Zou. Incroyable. Eh ben, vous saurez pas parler à la fin de l'année, vous saurez pas compter non plus. C'est sa chaise gaming. Ah, incroyable. Ma chaise d'économie gaming. Du coup, Nathalie, elle est étudiante, elle est prof en même temps. Ouais, elle a 25 ans. Elle est prof depuis 25 ans. Faut que ça colle avec notre histoire, sinon ça va pas. Bon allez, battez-vous pour la gloire. Je fais une petite pause pipi, j'arrive et on fera le chapitre 4 juste après. Et bien joué à Marie-Jo qui remporte la Battle Royale et le titre de sanguinaire. Bien joué à toi. Non mais Nathalie a vu le futur, donc elle a 25 ans de taf quand elle a 20 minutes, quand elle a 20 minutes de moment au moment de l'inscription. C'est vrai ça. Alors, GG, tu remportes le titre de sanguinaire de la course. Coucou Grognac, coucou à toi. Allez, c'est bon. Petite pause, j'ai bu un peu d'eau. On va pouvoir attaquer le chapitre 4 en espérant qu'il y ait plus de personnages et moins d'explications de merde. Allez. Sois témoin, Globular. J'ai l'impression que c'est une ref à quelque chose et je l'ai pas. Globular, ça me dit vraiment quelque chose. Vous êtes prêts les gens? On y va? Chapitre 4. Oh là là. Déjà la première phrase, elle m'emmerde. Mad Max Fury Road. Ah oui putain c'est ça. Putain, mais c'est vrai que moi je l'ai en anglais. Witness me. Pardon, désolé. Mais c'est quoi? C'est Bloodbag en anglais. Et ils ont fait Globular en français. Incroyable. C'est parti. Witness me le chat. Je continuais cependant à tenir le compte-rendu soigneux de ces rêves outranciers qui m'encombraient si lourdement et avec une telle vivacité. Un tel compte-rendu, prétendais-je, était d'une valeur incontestable en tant que docteur de psychologie. c'est pas ce qu'il y a écrit. Pourquoi je lui ai rajouté un titre? Elle est docteur en psychologie, d'accord? C'est pas du tout ce qu'il y a écrit, mais c'est pas grave. Il y a écrit document psychologique, mais j'ai lu docteur. Ce que j'apercevais ressemblait encore diaboliquement à des souvenirs. Mais je combattais ces impressions avec une bonne dose de réussite. En les écrivant, je traitais ces imaginations comme des choses vues, mais à d'autres moments, je les balayais à côté comme n'importe laquelle insane illusion dans la nuit, quoi. Il y a marqué insane. Je n'ai jamais mentionné de telles questions dans la conversation commune. Et ils avaient un groupe chat? Attends, je comprends pas. Parce que quiconque y aurait fait écho en les schématisant comme de naturel aurait provoqué de curieuses rumeurs à propos de ma santé mentale. Et c'est amusant de constater que cette rumeur était pleinement limitée aux profanes. Sans un seul relais parmi les médecins ni les psychologues. De mes visions après 1914, je ne témoignerai ici que de quelques-unes. Oh non, puisque de plus amples rapports et témoignages dont la disposition des études
sont à la disposition des étudiants sérieux. Coucou Elizardoc. Oula, il y a eu un petit AVC de Lovecraft là. Oui. Coucou à toi. Bac plus 8000. En fait, je suis doctorante en 3 PhD. Le groupe chat de Miss Datonic doit avoir une sacrée gueule. Ça doit être assez incroyable. Je veux ça maintenant. Je pense que je vais jouer à Monster Prom. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je pense à Monster Prom là actuellement. Faudrait limite que j'ai les musiques en fond, mais on va éviter de saccager Lovecraft plus que ça. On est déjà très fort, on va pas aller plus loin. Tout cela n'avait jamais rien produit. Que des fragments disjoints sans aucune motivation claire. Dans mes rêves, il me semblait acquérir une liberté de plus en plus grande d'aller et venir. Je flottais parmi d'étranges bâtiments de pierre, allant de l'un à l'autre par des passages souterrains géants qui semblaient la forme habituelle des avenues de transit. Parfois, je rencontrais ces trappes gigantesques scellées dans les plus bas niveaux, autour desquelles pesait une aura de peur et d'interdit. Je vis d'impressionnants bassins décorés de mosaïques et des pierres remplies de myriades d'ustensiles aussi curieux qu'inexplicables. Il y avait des cavernes colossales, de machinerie compliquée, dont les plans et le but m'étaient totalement hermétiques. Dont le bruit était seulement manifesté après plusieurs années à rêver. Je dois faire remarquer que l'ouïe et la vue étaient les seuls sens dont j'avais la maîtrise dans ce monde visionnaire. Une commu de gauche que gender swap les textes d'horreur pour en faire un slice for life romance d'étudiants, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est déjà pas mal, en effet. C'est un beau twist. En même temps, moi je kiffe. La vraie horreur commença en mai 1915. Quand pour la première fois, j'aperçus les choses vivantes. C'était avant que mes études m'aient prévenu de ce à quoi m'attendre au regard des mythes et des cas historiques. À mesure que s'abaissaient les barrières mentales, je distinguais de fines vapeurs dans différentes parties des bâtiments et dans les rues en dessous. Et cela devenait progressivement plus solide, plus distinct, jusqu'à ce qu'enfin je puisse retrouver leur forme monstrueuse avec une facilité déplaisante. Elles semblaient constituées en d'énormes cônes iridescents, de 10 pieds de haut et larges de 10 pieds. Il aime bien 10 pieds. 10 pieds, c'est la base pour Nathalie. 10 pieds à leur base, et faites d'une manière à la fois écailleuse et semi-élastique, avec des arêtes. De leur sommet partaient 4 membres cylindriques et flexibles, chacun épais d'1 pied, d'une substance cornée comme celle des cônes eux-mêmes. Ces membres étaient quelquefois contractés jusqu'à se réduire à rien, et parfois s'étendaient à une distance qui atteignait 10 pieds. Au bout de deux d'entre eux, il y avait d'énormes griffes et pinces, à l'extrémité d'un 3e quart d'appendice rouge en forme de trompette. Désolée, mais pour moi, ils font ce bruit-là maintenant. Et le 4e finissait par un globe jaunâtre irrégulier d'à peu près 2 pieds de diamètre. Désolée, je vois un petit alien trop mignon du coup. Il ressemble à quoi en vrai, je me demande. Je me demande comment ils les ont dessinés dans le JDR Call of Cthulhu. De diamètre, ayant 3 grands yeux sombres alignés, 3 grands yeux mystérieux et sombres alignés le long de sa circonférence centrale. Surmontant sa tête, 4 minces pédoncules gris. J'ai envie de rajouter de la merde, c'est terrible. 4 portant des appendices comme des fleurs, tandis que sur le côté inférieur pendaient 8 antennes ou tentacules verdâtres et soyeuses. La grande base du cône central était faite de cette substance grise visqueuse qui déplaçait l'ensemble par extension et contraction. Leurs mouvements, quoiqu'inoffensifs, m'effrayaient encore plus que leur apparence, tant il était dérangeant de voir
de tels monstrueux objets, faire ce qu'on n'avait jamais vu faire que par des êtres humains. Quoi? Attends, t'as jamais vu rien d'autre se déplacer qu'un être humain? Ils se déplaçaient avec intelligence, dans de grandes salles, prenant des livres, des rayonnages, les portant jusqu'aux tables géantes. Ou le contraire. Et parfois, écrivant avec une rapidité grâce à un stylet manié avec des tentacules verdâtres de la tête. C'est des tyranneuils! Non, ça a l'air d'être des grosses limaces, c'est ce que je comprends avec des tentacules. Moi, je veux bien tester le premier contact. Il y a des monster fuckers dans le chat. Non, c'est pour vous, là, on pense à vous. Les énormes pinces servaient à porter les livres et pour la conversation. La parole consistait en une sorte de cliquetement et de grattement langoureux. Les objets n'étaient pas habillés, mais portaient des... Ces objets n'étaient pas habillés, mais portaient des cartables ou des besaces suspendus à la partie haute du cône. Alors, je suis désolée, mais pour moi, ils sont turbo cute. Moi, je vois une grosse limace grise, un peu transparente, avec des petites pinces qui fait clap, 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 clap. Une grosse boule avec des yeux posés dessus, des petites tentacules vertes, et genre, ils ont des petits cartables, et ils sont en mode je vais lire un livre. Je suis désolée, je suis... Qui eût cru que je me pèterais autant des barres en lisant Lovecraft? Ils portaient des gros cartables. Ils tenaient en général leur tête et le membre qui la supportait au niveau du sommet du cône, même s'ils la levaient ou baissaient fréquemment. Les autres membres avaient tendance à se reposer pendus sur le côté du cône. Chacun contractait à une longueur de 5 pieds lorsqu'ils ne s'en servaient pas. De leur rapidité à lire, écrire et se servir de leur machine, celles sur leur table semblaient d'une façon ou d'une autre reliées à leurs pensées. Pour la conversation, bien sûr, Nathalie. J'en déduisis que leur intelligence était énormément plus grande que celle des humains. Après cela, je les voyais partout, grouillant dans toutes les grandes salles et les corridors, surveillant de monstrueuses machines et leurs cryptes voûtées, et fonçant sur les grandes routes gigantesques, dans de gigantesques voitures en forme de bateaux. C'est le texte, c'est pas moi qui ai changé ça. C'est juste, c'est tellement absurde que j'aurais pu dire ça. C'est des limaces avec des cartables qui font de la voiture en forme de bateau. Je suis désolée. Hein. N'oubliez pas, hein, si vous voulez du Lovecraft lit avec intelligence, n'hésitez pas à aller voir le travail de Chabrette ou Xeno Alia, je crois qu'il faisait aussi de la lecture. Je suis sûre que c'est mieux que chez moi. C'est un épisode de Bob l'éponge. C'est vraiment ça. Alors, attendez, on en était au bateau, voiture en forme de bateau. Alors. Pardon, je pleure. Alors, je finis par ne plus en avoir peur, tant ces entités semblaient former une partie suprêmement naturelle de leur environnement. Je commençais à distinguer leurs différences individuelles. Quelques-unes m'apparaissaient dépendre de quelques formes de contraintes. Celles-ci même, sans afficher de variations physiques, témoignaient d'une diversité de gestes sexy et d'habitudes qui les distinguaient non seulement de la majorité, mais très largement les unes des autres. Elles écrivaient beaucoup. Ce qui me semblait, avec ma vision brouillardeuse, une grande variété de caractères. Mais jamais ces hiéroglyphes curvilignes typiques à la majorité. Quelques-unes, me sembla-t-il, utilisaient notre propre et familier alphabet. La plupart d'entre elles agissaient plus lentement que la masse générale de ces entités. Mieux que ce chef-d'œuvre? Bah oui. Je fais du chousse-flou. Voilà. Si vous voulez de la bonne lecture, n'hésitez pas. Vous pouvez aller chez Xeno et vous pouvez aller chez Vincent Chabrette, qui fait aussi de la super lecture de qualité.
Ah voilà, je me sentais obligée de faire un petit rappel. Le live, on est le héros Lovecraft. Oui, c'est ça, du coup. Alors du coup, pardon. Donc on parlait du gars qui lit de façon sexy. Nanana. Tout ce temps, mon propre rôle dans les rêves semblait m'assimiler à une conscience sans corps, avec un champ de vision plus large que la normale, flottant librement, mais confiné aux routes ordinaires et vitesses habituelles de déplacement. Ce n'est pas avant août 1915 que des sensations existences corporelles commencèrent à m'obséder. Je dis obsédé parce que la première phase était pure abstraction, même associant d'une façon infiniment terrible ce dégoût corporel précédemment évoqué aux scènes que je voyais. Pendant un moment, ma principale préoccupation en rêvant était d'éviter de me regarder moi-même. Et je me souviens de combien j'étais reconnaissant que toutes ces étranges salles ne comportaient aucun grand miroir, parce qu'ils auraient été vraiment très très grands. J'étais de plus en plus troublée par le fait que je voyais toujours ces grandes tables, dont la hauteur ne pouvait être moins de 10 pieds, d'un niveau jamais en dessous de leur surface. Maintenant, imagine, t'es en coloc avec Lovecraft et le mec vient te parler de voiture bateau pour limaces avec des yeux rouges derrière sa dernière session d'opium. Ça doit être incroyable. Franchement. Non, par contre, je suis sûre qu'il a écrit ce livre quand il avait 19 ans. Il n'y a pas d'autre raison. C'est pas possible. Comment je parle mal de Lovecraft. Alors, la tentation morbide de me regarder moi-même devint de plus en plus grande, jusqu'à ce qu'une nuit, je ne puisse y résister. Tout d'abord, regarder vers le bas ne me releva rien de spécial. Un moment plus tard, je réalisai que c'était parce que ma tête reposait au bout d'un cou flexible d'une énorme longueur. Rétractant ce cou et regardant vers le bas en me penchant, je découvris la masse écailleuse, rugueuse et iridescente. Ils sont iridescents en plus, ils sont trop beaux. D'un grand cône de 10 pieds de haut, 10 pieds de large à sa base. Et c'est alors d'un cri, je me réveillai. C'est alors que d'un cri, je réveillai la moitié d'Arkham, parce qu'on était dans les dortoirs de la Miskatonic. Et j'émergeai follement dans l'abîme du sommeil. Ce n'était qu'après quelques semaines de répétitions hideuses que je me réconciliai progressivement avec ces visions de moi-même dans cette forme monstrueusement sexy. Dans mes rêves maintenant, je me déplaçais physiquement parmi les autres entités inconnues, lisant de terribles livres, pris au rayonnage sans fin, et écrivant pendant des heures sur les grandes tables avec ce stylet au bout des tentacules verts qui pendaient de ma tête. Des bribes de ce que je lisais et de ce que j'écrivais subsistaient dans ma mémoire. C'étaient les horribles annales d'autres mondes et d'autres univers, et des frémissements de vie sans forme au-delà de tout univers. Il y avait des registres d'étranges espèces d'êtres qui avaient peuplé le monde dans des temps passés oubliés, et d'effrayantes chroniques d'intelligence au corps grotesque qui les avaient peuplés des millions d'années après la mort du dernier être humain. Elle a réveillé Arkham, du coup Arkham Piaille. Waouh, ça c'était faux. Là, faut avoir la ref les gens, mais ceux qui ont la ref de Arkham Piaille, bien joué. Là. J'apprenais des chapitres de l'histoire humaine dont aucun savant aujourd'hui n'aurait supposé l'existence. La plupart de ces écrits étaient rédigés dans ce langage hiéroglyphique. Et je les étudiais d'une façon bizarre, avec l'aide de machines bourdonnantes qui, à l'évidence, offraient une compilation de langues depuis un système dont l'ancrage ne correspondait à aucun langage humain. Il y avait d'autres volumes dans d'autres langues inconnues qu'on lisait de la même façon étrange. Et très peu dans des langages que j'eusse connus. Des illustrations extrêmement pertinentes, soit qu'elles fussent insérées dans les témoignages, soit qu'on les ait rassemblées en collections séparées, m'aidaient immensément. Et tout ce temps, il me semblait que j'y ajoutais une histoire à ma propre époque en anglais. Quand je me réveillais, je pouvais seulement
me souvenir de bribes minuscules et dépourvues de sens, des langues inconnues que mon rêve avait. Lui, maîtrisé, même si je conservais de pleines phrases de l'histoire. J'appris, même bien avant d'avoir étudié, une fois guéri, des cas similaires où les vieux mythes desquels jaillissaient sans doute ces rêves, j'appris que les entités qui m'entouraient étaient de cette grande race et avaient conquis le temps et avaient envoyé des esprits explorateurs dans tous les âges. C'était le chapitre 3, ça, madame. Pourquoi? Mais le texte se répète, mais c'est un truc de fou. J'ai l'impression de lire une meuf qui radote. J'ai l'impression de me lire moi, c'est horrible. Oh là 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 là, mais c'est bon, on a compris. Ils voyagent dans le temps, ils ont volé ton corps, patati patata, tout le monde est sexy, c'est bon là. Il y avait un esprit de la planète, que nous connaissons sous le nom de Vénus, qui vivrait dans d'incalculables époques à venir, et une autre des lunes de Jupiter il y a 6 millions d'années. Des esprits venus de la Terre, il y en avait de la race ailée et semi-végétale, à la tête étoilée, du paléogène d'Antarctique, un des habitants reptiliens de... On passe des mêmes informations répétées en boucle à... En fait, il y avait des esprits sur Vénus et sur Jupiter et des esprits ailés semi-végétales avec des têtes d'étoiles. Un des habitants reptiliens de Vasulevia des fables, 3 des hyperboréens pré-humains à la fourrure adorateurs de Tsatonga. Un de là si totalement abominable. Quoi? Un de là si totalement abominable, Chocho. 2 des araignées peuplant le dernier âge de la Terre. 5 de ces rustiques espèces de scarabées, hannetons et coléoptères qui avaient immédiatement suivi l'humanité vers laquelle la Grand Race, si elle se trouvait un jour face à un horrible péril, transférerait une masse de ses meilleurs esprits. Et plusieurs autres venus de différentes branches de l'humanité. Chocho, je trouve que c'est mignon comme nom, mais de ouf, hein. Here's come the new challenger. J'échangeais avec l'esprit de Yang Li, un philosophe cruel de l'empire Tsangshang. Je sais pas lire, je sais pas si... Mais lui, il a écrit Sanshang. Qui adviendra vers l'an 5000 de notre ère. Avec celui d'un général de ce grand peuple noir qui colonisa l'Afrique du Sud 50 000 ans avant notre ère, avec un moine florentin du 7e siècle nommé Bartholomew Corsi, avec celui d'un roi de Léomar qui avait régné sur ce terrible pays arctique 100 000 ans avant que ces Inuits et cours d'eau surgissent de l'Est pour le soumettre. J'ai à dire que j'ai skippé 2-3 mots pas terribles. Avec celui de Nugsot, un magicien des conquérants de l'ombre, vers l'an 16 000. Avec celui d'un Romain né Titus Semprarus Blaseus, qui avait été questeur au temps de Sulla. J'ai l'impression qu'il me parle d'un MMORPG maintenant, c'est foutu. Avec celui de Kenneth, un Égyptien de la 14e dynastie qui me raconta les hideux secrets de Nyarlathotep. Avec celui d'un prêtre du règne moyen de l'Atlantide. Oula putain, de l'Atlantide. Avec celui... Putain, je crois qu'il parle avec des esprits là. Avec celui d'un gentleman de Suffolk au temps de Cromwell, James Woodville. Celui d'un astronome de la cour dans le Pérou pré-Inca. Avec celui d'un médecin australien, Neville Kingston Brown, qui mourra l'an 2025-18. Avec celui d'un grand mage du peuple évanoui du Pacifique. Avec celui de Théodite, un gréco-batracien. C'est pas marqué batracien, je suis désolée, mais j'ai lu batracien. Un gréco-batracien officiel, 200 ans avant notre ère. Avec celui d'un Français âgé,
du temps de Louis XIV, nommé Alexis d'Acosta, avec celui de Cromia, un chef cimérien de 15 000 ans avant notre ère, et avec tant d'autres que mon cerveau ne peut retenir les secrets choquants et stupéfiantes merveilles que j'ai appris de tous. Je sais que j'ai raté des merveilleuses occasions de dire qu'ils étaient tous beaux gosses, mais sachez-le, ils étaient tous beaux gosses. Je me veux réveiller chaque matin dans la fièvre, essayant parfois frénétiquement de vérifier ou discréditer de telles informations selon ce qu'en recoupaient les connaissances humaines modernes. Des faits traditionnels prenaient des aspects neufs ou incertains, et j'émergeais que des imaginations, et je m'émerveillais que des imaginations venues de rêves puissent ajouter autant de surprises à l'histoire et à la science. Je frissonnais au mystère que le passé pouvait enfermer et tremblais aux menaces que le futur pouvait réserver. Ce que recelaient les explications des entités post-humaines sur le destin de l'humanité traduisait sur moi un tel effet que je ne veux rien en dire ici. Bactriane, Dame Zouf. La Bactrienne du côté de l'Iran. Ah merde, bah désolé. Je suis désolée, j'ai merdé, du coup je me suis dit que c'était rigolo. Pardon, désolé. Attendez, je bois de l'eau. Ah, c'est parti. Ok, on en était à... Nanana, je frissonnais au mystère. Ce que recelaient les explications des entités post-humaines sur le destin de l'humanité traduisait sur moi un tel effet que je ne veux rien en dire ici, c'est ça. Après l'homme, il y eut la puissante civilisation des scarabées, hannetons et coléoptères, dont les membres de la crème de la grande race. C'est marqué ça, hein. Pour le coup je me suis pas trompée, c'est bien la crème de la grande race. S'emparèrent des corps dans la ruine monstrueuse, subvertit l'ancien monde. Quoi? Attends, je redis cette phrase parce que là c'est terrible. Après l'homme, il y eut la grande civilisation des scarabées, hannetons et coléoptères, dont les membres de la crème de la grande race s'emparèrent des corps quand la ruine monstrueuse subvertit l'ancien monde. Du lore, pas de soucis, c'est bon, j'ai capté. Et plus tard, quand finit le temps terrestre, les esprits transférés migrèrent de nouveau dans le temps et dans l'espace pour trouver un nouvel abri dans les entités à bulbe végétal de Mercure. Mais on les poursuivrait, s'accrochant pathétiquement à la planète Merci, Lailou Laila, de follow. Imagine, c'est ça ta partie 0 de JDR. L'explication du lore. Merci pour le follow, Lailou Leila. Si tu as besoin d'un contexte, n'hésite pas. Basiquement, on lit très très mal Lovecraft. Voilà, bienvenue. Et c'est une fanfiction de Nathalie. Attendez, on était où? Creusant dans son noyau rempli d'horreur avant la fin ultime. Cependant, dans mes rêves, moitié volontairement, à moitié par promesse d'accès accru aux bibliothèques et d'autres occasions de voyage, sans fin j'écrivais l'histoire de ma propre époque pour les archives de la Grande Race. Ces archives étaient conservées dans une structure souterraine colossale près du centre de la ville, où je vins à bien connaître par de fréquents travaux et consultations. Supposé durant autant que l'espèce ait résisté aux plus farouches convulsions extraterrestres, cet entrepôt de titan surpassait tous les autres bâtiments dans sa construction massive et solide comme une montagne. Les registres écrits ou imprimés sur de grandes feuilles d'une cellulose curieusement résistante étaient reliés en livres et s'ouvraient par le haut et conservés dans des étuis individuels faits d'un métal étrange et extrêmement léger, inoxydable et de teinte grise, décorés de ces motifs géométriques et affichant leurs titres avec des hiéroglyphes curvilignes de la Grande Race. Ces étuis étaient étagés dans des casiers rectangulaires où les rayonnages étaient fermés et verrouillés, faits du même métal inoxydable et fermé par des boutons d'une technique intrigante. À ma propre histoire était assignée une place spécifique dans un casier du niveau le plus bas au niveau des vertébrés. De la sélection réservée à la culture de l'humanité et à celle des races à fourrure ou reptiliennes qui précédèrent immédiatement dans la domination terrestre. Ok.
Bienvenue, Lailou Laila. Tu me dis si je prononce mal ton sujet. C'est méga cool et pas cassable, c'est ça. Exactement. Si on résume, c'est stylé et pas cassable. La section réservée... C'est bon. Mais aucun rêve ne me permettait jamais de reconstituer une image complète de la vie quotidienne. Tout se perdait dans un brouillard épais de bribes disjointes. Et c'est sûr que ces fragments ne se suivaient pas dans le bon ordre. Je n'avais par exemple qu'une idée très imparfaite de mon propre mode de vie dans le monde vu en rêve, sinon que je semblais posséder en propre une grande chambre de pierre. Mes restrictions en tant que prisonnier disparaissaient progressivement, et maintenant quelques-unes des visions inculquaient très nettement des voyages dans ces routes parmi la jungle sauvage, ces séjours dans d'étranges villes et des explorations de quelques-unes de ces vastes et obscures ruines sans ouverture de la Grande Race. Putain, j'ai raté une occasion de dire circuit. Que la Grande Race semblait tant redoutée. Je fis aussi le long voyage en mer sur d'énormes bateaux aux ponts multiples d'une rapidité incroyable. Et comme en avion, des incursions dans les régions sauvages et au moment des projectiles fermés et au moyen de projectiles fermés, lancés et animés grâce à un principe de répulsion électrique. La chambre de pierre, pour moi, c'est un lieu de repos pour cailloux. C'est vraiment ça, c'est juste genre un tas de cailloux. Il y a plein de pierres qui se posent. On en était où? Au-delà de ces vastes et chauds océans, il y avait d'autres villes de la Grande Race. Et un grand continent éloigné. Et dans un grand continent éloigné, je vis le grossier village de ces créatures ailées à groin noir, qui évoluerait jusqu'à devenir la population principale après la Grande Race, après que la Grande Race aurait envoyé ses meilleurs esprits dans le futur pour échapper à l'horreur rampante. Des paysages plus plats, une végétation verte exubérante, voilà quelles étaient toujours la dominante du décor. Des collines basses et éparses, affichant souvent les manifestations de forces volcaniques. Barrez-vous de mon stream, bon Dieu. Qu'est-ce que vous Coucou faites Turak! Bonjour et bienvenue et Quelque chose merci passe. pour ton 31e mois d'abonnement. Putain, je sais plus parler. Bienvenue. Et bien que ma voix vous ait dit de vous barrer, restez là. On est en train de lire Nathalie. C'est pas incroyable? Là, on est en pleine visite pour la 3e fois. On revisite à nouveau le passé avec les petites limaces qui font de la voiture en forme de bateau. Installe-toi confortablement et si t'as pas le contexte, Turok, n'hésite pas à demander dans le chat, ils te feront un petit résumé. J'espère que ça va bien de ton côté. Des animaux que j'observais, je pouvais écrire les volumes. Je pouvais écrire des volumes. Ils étaient sauvages. La culture mécanisée de la Grande Race les avait depuis longtemps fait renoncer aux animaux domestiques, tandis que leur nourriture était soit végétale, soit synthétique. Putain, mais ils sont... Enfin, tu veux dire que tous les animaux sont sauvages et qu'ils mangent que des végétaux ou des trucs synthétiques? Mais ça a l'air génial chez eux. Des reptiles disgracieux et massifs pataugés dans des marécages vaporeux. Mais ça... Vous me dites qu'il y a des gros crocodiles là-bas? Putain, mais j'ai trop envie d'y aller. S'ébrouaient dans l'air lourd et jaillissaient des mers et des lacs. Et parmi eux, je m'imaginais que je pouvais vaguement discerner ce qui serait plus ou moins le prototype archaïque de nombreuses formes, dinosaures, ptérodactyles, ichthyosaures, labyrotodontes, rhinphorynques, plésiosaures et ainsi de suite, que la paléontologie nous a rendus familières. D'oiseaux et de mammifères, je ne pus en distinguer aucun. Le sol ou les marais grouillaient constamment de serpents, de lézards et de grenouilles, tandis que des insectes vrombissaient dans la végétation luxuriante. Mais en plus, il y a des marais. Mais laisse tomber, on va vivre là-bas. Et loin dans la mer, des monstres inconnus et indiscernables lançaient des montagneuses colonnes d'écume dans le ciel vaporeux. Une fois, on m'emmena sous l'océan, dans un sous-marin gigantesque équipé de projecteurs, et j'eus un aperçu de ces horreurs vivantes. Putain, mais
Elle a l'air de passer le meilleur time de sa vie. Genre, je suis désolée, mais dans sa vraie vie, elle est prof, elle s'est divorcée avec sa femme, elle a un fils qui a l'air aussi boring qu'elle. Alors que là, elle est en full colo, full exploration, elle voit plein d'animaux, ça a l'air trop bien, elle traîne avec des véganes qui ont l'air d'avoir inventé plein de solutions incroyables en termes de nourriture, et en plus ils ont des petits cartables et ils sont plutôt beaux gosses. Je veux dire, franchement, pourquoi retourner dans le monde réel, hein? Bref. On était où? Je vis aussi les ruines incroyables d'incroyables villes noyées, et la profusion de coraux, crinoïdes, ichnoïdes et brachiopodes qui partout abondaient. De la physiologie, psychologie et mode de vie et histoire détaillée de la Grande Race, mes visions ne retenaient que très peu d'informations. Et bien des points dispersés que je rassemble ici furent glanés de mon étude de vieilles légendes ou de cas similaires plutôt que mes propres rêves. Parce qu'à cette période, bien sûr, mes lectures et recherches confirmaient et dépassaient mes rêves en plusieurs registres, me permettant d'expliquer par avance certains fragments de rêves et d'ébaucher des vérifications que j'avais apprises. Ce fait consolant me permit de penser que des lectures et recherches similaires accomplies pendant ma seconde existence avaient établi le socle de cette terrible pratique de pseudo-souvenirs. Mes rêves, apparemment, ne s'ancraient pas à moins de 150 millions d'années, quand l'âge paléozoïque avait fait place à l'âge mésozoïque. Les corps occupés par la Grande Race n'étaient représentés par aucun survivant, du moins scientifiquement connu, d'une quelconque ligne d'évolution terrestre, mais étaient un type organique hautement spécialisé, singulier et très homogène, autant relié au règne végétal qu'à l'animal. La réclusion d'une cellule était une façon unique de dissiper la fatigue, éliminant pleinement le besoin de sommeil. Elle n'est pas datable au carbone 14. Merde! Mais comment on va faire, putain? Du coup, elle nous a dit qu'une cellule permet... D'accord. La nourriture assimilée au moyen de ces appendices rouges en forme de trompette sur un des grands membres flexibles était toujours semi-fluide et en bien des aspects très dissemblables à celle des animaux existants. Ces êtres n'avaient que deux des sens que nous connaissons, la vouie et l'u. La dernière grâce aux appendices en forme de fleurs. Putain, mais ils ont des fleurs sur la tête, en plus, ils sont trop mignons. En forme de fleurs sur les pointes grises au-dessus de leur tête. Ils possédaient d'autres et incompréhensibles sens, mais dont l'usage n'était pas possible aux esprits étrangers captifs habitant leur corps. Leurs 3 yeux étaient situés de façon à leur donner un champ oculaire bien plus large que la normale. Leur sang était une sorte de liquide d'un vert profond et d'une forte épaisseur. Ils n'avaient pas de sexe, mais ils se reproduisaient par des graines ou spores qui s'aggloméraient dans leur base et ne pouvaient se développer que sous l'eau. Mais ils sont trop mignons. Je vais tester la vouie et l'u. J'ai essayé de boire du café, j'en avais plus. Putain, c'est incroyable. La vouie, c'est un nouveau sens. Alors, attendez, ils pouvaient se reproduire que dans l'eau. Merde. Voilà. Pour élever les plus jeunes, on avait disposé de grands et minces bassins, mais un faible nombre suffisait cependant, tant était grande la longévité de ces individus. Un âge moyen de 4 à 5 000 ans était considéré comme la norme habituelle. Les individus représentant des défauts étaient discrètement mis de côté, sitôt reconnus comme défectueux. Ah! Première mauvaise nouvelle! Incroyable! Première mauvaise nouvelle de ce monde. En l'absence d'un sens du toucher ou de la douleur physique, on identifiait la maladie et la mort seulement à leurs symptômes visuels. Les morts étaient incinérés lors de cérémonies pleines de dignité. Une fois de temps en temps, comme mentionné ci-dessus, un esprit agile pouvait échapper à la mort en se projetant en avant dans le temps. Mais de tels cas étaient rares. Quand cela arrivait pourtant, l'esprit exilé depuis le futur était traité avec le plus grand des égards jusqu'à la dissolution
de son inhabituelle détention. La Grande Race semblait former une communauté, ou ligue, ou écurie très soudée, avec des institutions majeures en partage, en 4 divisions très définies. Putain, merde, ça, on va rentrer dans la course. Incroyable. En fait, c'est Jabba the Hutt. Non, parce que Jabba the Hutt, il a pas des petites fleurs sur la tête. Mais j'avoue qu'en termes de moves, ça doit être à peu près la même chose sur le dance floor, je pense. Attends, quoi? Check l'épinglé Zoo. Je check l'épinglé. Qu'est-ce qu'il ça raconte? Prochain live hard, Amzou fait une figurine du limace en cartable et on fait le quiz de lecture pour gagner la figurine. Ah, c'est trop une bonne idée! Oh là 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 là. Ok, on fera ça. Promis, on fait ça la prochaine fois. Vous savez quoi? Je vous ferai peut-être même... je sais pas si je pourrais, mais si je peux, je vous fais la sculpture en live. C'est une trop bonne idée. C'est une excellente idée. Alors, attendez, on en était à découvrir ce que c'était que la Grande Race. Parce qu'ils forment une écurie très soudée. Le système politique et économique de chaque unité était une sorte de fascisme socialiste. Oh no! On va changer ces mots. On va s'amuser, d'accord? Je veux m'amuser. Je veux m'amuser. Je veux m'amuser. Je veux pas parler de ça. Le système politique et économique de chaque unité était une sorte de course de voiture, aux ressources principales rationnellement distribuées, et le pouvoir délégué à un petit groupe gouvernant élu par les votes de tous ceux capables de conduire une voiture. L'organisation familiale n'était pas pesante à l'excès, même si on reconnaissait facilement leurs liens de jeunes personnes de descendance commune et que les jeunes étaient en général élevés par leurs parents. Les ressemblances à des aptitudes et des intuitions humaines étaient bien sûr plus marquées dans ces champs où, d'un côté, les éléments hautement abstraits étaient concernés et où, d'un autre côté, étaient impliquées des nécessités communes sans la spécialisation particulière. J'ai rien compris à cette phrase, mais je fais semblant. Quelques autres similarités venaient de l'adoption consciente de ce que la Grande Race avait essayé dans le futur et tenté de copier. L'industrie hautement mécanisée ne demandait que peu de temps à chaque citoyen. Le temps correspondant, le loisir était consacré aux activités. Le temps correspondant de loisirs était consacré aux activités automobiles et esthétiques de diverses sortes. Les scientifiques étaient portés à un point incroyable de développement. Les sciences étaient portées à un point incroyable de développement. L'art considéré comme une part vitale de la vie, bien qu'à la période de mes rêves, la civilisation de ces êtres ait passé sa crête et son méridien. D'accord. L'enfer est devenu un Attends, le paradis est devenu un enfer en 2 mots. C'est ça. C'est le paradis, mais par contre... Quel enfer. Dis que tu es américain sans le dire. Exactement. C'est vraiment ça. Alors... La technologie était stimulée énormément par le combat quotidien pour survivre et pour garder en état la conception matérielle des grosses voitures en forme de bateau, en dépit des prodigieux cataclysmes géologiques et de ces époques primaires. Le crime était suprêmement rare et traité par une police hautement efficace. Il y avait des super cops, putain. Les peines allaient de la perte de privilèges à l'emprisonnement jusqu'à la mort ou à l'ablasion majeure de toute émotion. Ce n'était jamais administré sans une étude scrupuleuse des motivations du criminel. L'état de guerre, bien rare depuis le dernier millénaire, reprenait parfois, mais avec les conséquences infiniment dévastatrices contre les envahisseurs reptiliers ou octopodes ou contre de grands anciens ailés à tête étoilée qui vivaient dans l'Antarctique. D'accord. On tenait prête une énorme armée, utilisant en guise d'armes des voitures ressemblant à des appareils photographiques produisant de puissants effets électriques. Il y avait des guitares électriques dessus et des grosses voitures. C'est Mad Max en fait. Obscures, sans fenêtres, avec de grandes trappes scellées dans les plus bas niveaux. Quoi? Attendez, j'ai loupé un mot là. Des appareils produisant des effets électriques et musicaux,
alors que les rares cas mentionnés ci-dessous est relié d'évidence à l'incessante terreur des ruines futures sans fenêtres, obscures sans fenêtres, avec de grandes trappes scellées dans les plus bas niveaux souterrains. D'accord. La terreur de ces ruines de basalte et ces trappes scellées était largement une question muette de suggestion, ou au mieux de furtives allusions à peine chuchotées. Tout ce qui portait sur elle était significativement absent des livres présents dans les bibliothèques habituelles. C'était le principal sujet qui, à la fois, restait tabou dans la Grand Race et semblait relier ces horribles combats passés. Rendez-vous, sinon on vous prend en photo. Mad Slug Fury Boat. Oh putain. Mad Slug Fury Boat, Witness Me. Putain, mais. Ça, par contre, je veux vivre ce monde. Ça a l'air incroyable. Je veux y aller. Hein. Qui, dans le péril futur, les contraderait un jour à envoyer leurs meilleurs esprits en masse dans le temps. Imparfait et fragmentaire, comme ce que représentait l'ensemble des éléments de mes rêves, cette question y était ensevelie avec encore plus d'opacité. Même vague, les vieux mythes l'évitaient. Il est long ce chapitre, non? Parce que putain, c'est dur, hein. Je vais m'arrêter après ce chapitre-là parce que, ok, il nous reste quelques pages, les gens, et après on pourra s'arrêter là. C'est lourd, hein, c'est fou. Mais c'est pas mal, j'ai bien aimé le chapitre 4. Le chapitre 3 était une torture, mais le chapitre 4, ça va. L'éviter. Dans mes propres rêves, comme dans ceux des autres, les traces en étaient particulièrement rares. Intentionnellement, les membres de la Grand Race n'évoquaient jamais le sujet. Et ce que l'on pouvait en glaner ne provenait que de quelques-uns des observateurs les plus avertis parmi les esprits captifs. Selon ces bribes d'informations, la base de cette terreur tenait à une horrible et ancienne race d'entités étrangères à demi-poulpes. Ils étaient venus de l'espace depuis des univers incommensurablement distants et avaient dominé la Terre et 3 autres planètes solaires il y avait environ 600 millions d'années. Ils étaient seulement en partie matériels, au sens où nous l'entendons, et leur type de conscience et moyen de perception différait totalement de celui des organismes terrestres. Par exemple, leur sens n'incluait pas celui de la vue. Leur monde mental consistait en d'étranges configurations d'impressions non visuelles. Elles étaient cependant suffisamment matérielles pour utiliser des outils comme les nôtres. Wouh! Oh la vache! Ah! Coucou Sandwich! Coucou Laurette! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans ce live! Ah là là! Attendez, je profite de l'arrivée du raid pour une petite pause. Coucou Jean-Mi! Coucou tout le monde! Coucou Sandwich! C'est ici le journal de Lady Lovecraft. Et oui, c'est ici le journal de Nathalie Wingate Peasley. Bienvenue! Comment ça va? Vous êtes bien amusés chez Sandwich? C'était cool? C'était sympa? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Du jeu, de la musique, du dessin? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Oui, donc du coup, les gens, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis illustratrice, animatrice 2D, et actuellement, je lis L'Abysse du Temps, mais comme si c'était une fanfic d'une adolescente de 15 ans. Voilà. Et aujourd'hui, on en apprend plus sur le monde des limaces à cartable qui font de la voiture en forme de bateau et qui attaquent le monde en mode Fury Road. Le lore est compliqué à saisir, hein. Je suis désolée, ça doit être rude là. On a joué à New Genix, puis un petit finish sur Rift. Rift the Necrodancer. J'aimerais trop tester The Necrodancer un jour, ça a l'air incroyable. Et je parlais de toi tout à l'heure, Sandwich, parce que j'ai dit que j'ai très envie de rejouer à Monster Prom, parce que j'avais acheté Monster Prom après t'avoir vu y jouer en live. Et j'ai très envie d'y jouer là, j'avoue. Je pense que je vais y retourner dans peu de temps. Bref, c'est reparti pour la fanfic du coup. Petit disclaimer pour les gens. J'ai une voix insupportable, c'est normal, c'est fait exprès. Je lis extrêmement mal, c'est parce que je suis dyslexique. Je lis extrêmement mal, c'est parce que c'est le journal de Nathalie. Et vous allez rien comprendre, mais c'est normal, vous inquiétez pas, on comprend rien non plus. Asseyez-vous, prenez quelque chose de confortable, que ce soit une boisson chaude, une boisson froide, une couette. Installez-vous. Et on reprend. Et je vais pas tarder à arrêter le live, mais il nous reste encore un petit peu de temps. Alors, c'est parti. Alors, on en était où? On en était à... des gens qui voient pas, c'est ça, hein. Ah oui, c'est vrai.
Elles étaient cependant suffisamment matérielles pour utiliser des outils comme les nôtres lorsqu'une zone cosmique en disposait, et elles avaient besoin d'abri, même si d'un type particulier. Il y a vraiment des détails qui me tuent. Buvez pas la couette, les gens. C'est vrai, buvez pas la couette. Buvez pas la couette, je le déconseille. Si leur sens pouvait pénétrer toutes les barrières matérielles, leur substance ne le pouvait pas, et une certaine forme d'énergie électrique pouvait les réduire radicalement. Hein, c'est pour ça qu'ils ont des voitures électriques, d'accord. Elles avaient la capacité de se mouvoir de façon aérienne, même en l'absence d'ailes, ou de tout autre moyen de lévitation. Leur esprit était d'une telle texture qu'aucun échange n'avait pu s'effectuer entre eux et la grande race. La grande race. Donc c'est la grande race, du coup, on a changé, et du coup, ils font des courses de voitures. Voilà, ok. Quand ces choses étaient arrivées sur la terre, elles avaient bâti ces puissantes cités de basalte et leurs tours sans ouverture, et avaient fondu horriblement sur les êtres qui s'y trouvèrent. Ainsi en était-il quand les esprits de la grande race arrivèrent à travers cieux de cet obscur monde intergalactique, connu dans le perturbant et distant incalculable Elton Shard en tant que Yit. D'accord. D'accord. Les nouveaux venus Et les instruments, je vous rassure, hein, je lis le livre depuis 2 heures, je ne comprends pas de quoi il parle. Les nouveaux venus et les instruments qu'ils avaient inventés avaient facilement contraint les entités prédatrices à se retirer dans ces cavernes sous terre. Elles avaient déjà élu pour domicile et où déjà elles habitaient. Qu'elles avaient déjà élu pour domicile et déjà où elles habitaient. Puis ils avaient scellé les entrées et les avaient abandonnées à leur destin, occupant ensuite la plupart de leurs grandes villes et préservant une certaine des plus importantes constructions pour des raisons fondées plus sur la superstition que sur un zèle historique ou scientifique, indifférent ou audacieux. C'est vraiment adjectif land, hein, ce livre, hein, c'est fou. Hein. Mais comme les âges passés vinrent de vagues diaboliques... Attends, quoi? Mais comme les âges passés vinrent de vagues et diaboliques signes de ces anciennes choses, que ces anciennes choses devenaient plus fortes et indénombrables dans le monde souterrain. Putain, c'est comme Digital Circus, il y a un truc dans le monde souterrain. Ils les ont enfermés dans les circuits, mais c'est ça! Ces circuits, en fait, c'est des motos. C'est des poulpes Désolée, excusez-moi, je vais pas rajouter de l'or. On attend que le livre nous donne le lore avant de rajouter du lore. Il y avait des éruptions sporadiques de personnages particulièrement hideux. C'est la première fois. Non, j'ai pas envie de dire qu'ils sont hideux. De personnages particulièrement sexy dans certaines villes petites et éloignées que la grande race n'avait pas occupées. Des lieux où les interstices vers les abîmes inférieurs n'avaient pas été soigneusement scellés ou gardés. Après quoi, on prit de plus grandes précautions, et la plupart de ces interstices furent clos à jamais, même si on conserva un certain nombre d'accès à ces trappes scellées dans un but stratégique, pour le cas où on aurait à combattre les choses anciennes, ou si elles surgissaient d'ailleurs par des moyens inattendus. Bref. Désolée, je ressens le besoin de rajouter de la merde souvent, c'est comme ça. Bref, c'était la merde. De nouvelles fissures créées par les mêmes bouleversements géologiques qui avaient effondré certaines des accès, réduisirent le nombre des structures extérieures et des ruines ayant survécu des entités conquises. Passer de hideux à sexy, c'est une grande différence. Oui, mais c'est important. Basiquement, Nathalie, elle trouve un peu tout le monde sexy. C'est ce qu'il faut retenir. C'est que, voilà, elle est un peu ornie pour rien. Les éruptions des anciennes choses avaient dû être choquantes au-delà de toute description, puisqu'elles avaient imprégné depuis lors toute la psychologie de la grande race. Le niveau d'horreur était tel que l'aspect réel de ces créatures n'était jamais mentionné, et à aucun moment je ne fus capable de recueillir une allusion claire de ce à quoi elles ressemblaient. On évoquait de façon voilée une plasticité séduisante et des absences temporaires de visibilité, tandis que d'autres bribes chuchotées faisaient état de leur contrôle et usage militaire de grandes motos. Pardon, désolé. De singuliers sifflements et de colossales empreintes
de pas faites de 5 marques singulières leur semblaient aussi associées, comme des roues de moto. Il était évident que la destruction à venir, si désespérément déroutée par la Grand Race, la destruction qui enverrait un jour des millions de leurs meilleurs esprits de l'autre côté des rives du temps, putain, il aime bien nous répéter ça, hein, vraiment, pour investir d'étranges corps dans un futur protégé, était étroitement corrélée par une éruption finale réussie par des choses anciennes. Ok. La grande nation des pneus Michelin. C'est vraiment ça. Des projections mentales dans les âges anciens avaient clairement montré la portée de l'horreur. Et ceux de la Grande Race avaient déduit qu'aucun d'eux ne pourrait en réchapper, que cette irruption serait plus qu'une question de vengeance, qu'une nécessité de réoccuper le monde extérieur. Ils le savaient par l'histoire ultérieure de la planète, puisque leurs projections dans l'avenir leur montraient de nouvelles races, vivant débarrassées des entités monstrueuses. Peut-être que ces entités en étaient venues à préférer les abysses inférieurs de la Terre plutôt que supérieures, si variables et usées par toutes les tempêtes, puisque la lumière ne signifiait rien pour elles. Peut-être qu'elles s'étaient simplement affaiblies dans le cours infini des âges. Il était certainement avéré qu'elles seraient quasiment disparues dans le temps post-humain des scarabées, hannetons et coléoptères, et que leur esprit projeté avait atteint. La Grande Race maintenait cependant sa vigilance précautionneuse, avec de grandes armes prêtes en permanence, malgré le bannissement horrifié du sujet de toute conversation et de tout registre disponible. C'est les Falmer motards. Je crois que c'est ça, hein. C'est des Falmer motards, c'est fou. Et toujours l'ombre de la terreur, sans nom, rôdait autour des trappes scellées et des sombres tours closes sans âge. Et c'est fini. Ah putain la vache. Eh ben. Alors, petit résumé de la situation. Chapitre 3, on peut résumer ça par « Oh putain, c'est bizarre là-bas ». Non, c'était même pas ça. C'était « Oh putain, c'est bizarre d'avoir des visions ». Ah, mais en fait, c'est sûr, c'est pas ce que je crois. Hein. Basiquement, le chapitre 3, c'était que ça. C'était que des théories infernales. Et c'était je crois que j'ai tout compris à l'histoire, mais c'est sûrement pas ça. Après, chapitre 4, c'était « Oh putain, je me plonge dans mes rêves et je redécouvre le monde du coup là-bas ». Et on en est venu à la conclusion incroyable, les gens, que le monde qu'elle nous décrit a l'air vraiment pas mal. Non seulement elle est en mode colonie de vacances un peu partout, en plus de ça, ils ont l'air d'avoir plein d'animaux super cool à observer, ils sont plutôt sympas. Bon, il y a tout le côté, on met de côté les gens malades, donc évidemment, à ce niveau-là, ça a l'air d'être des gros bâtards. On a esquivé le sujet du fascisme socialiste, évidemment. On s'est dit que c'était plus marrant d'en faire des champions de Formule 1. Voilà, c'était beaucoup plus marrant. Et du coup, on continuera la prochaine fois, les gens. Si je peux, je vous refais un live la semaine prochaine. On fait en gros, là, on a fait un petit live de 19h à maintenant. Donc ça nous fait 1h49 de live, c'est pas mal. Et on continuera la prochaine fois. Hein. Il nous reste la moitié du livre. On est à la moitié, les gens. Mais est-ce qu'ils sont pas incroyables, ces petits live lectures? Parce que je vous dis, je souffre pour vous, les gens. Alors j'espère que ça vous plaît. Oui, avec plaisir. Bon, ça me fait plaisir, alors. C'est incre. Ah, par contre, trop bonne idée, je tiens à dire, il y a quelqu'un qui a proposé un peu plus tôt dans le chat que je fasse une sculpture des petites bestioles, là, enfin des grosses bestioles conesques qu'elle a décrit. C'était un bon audiobook en dessinant, c'est vrai? Yes, trop bien. En vrai, ça me fait plaisir parce que je sais que c'est une galère de m'entendre lire, je galère de ouf. Mais je fais de mon mieux et c'est ça qui est important. Sculpture taille réelle, bah bien sûr, on va la faire de 5 pieds. Alors 5 pieds de Barbie, mais 5 pieds quand même. Et du coup, on fera un petit concours avec un quiz de lecture et les gagnants, et je sais pas, les gagnants pourront participer au concours pour gagner la sculpture. On verra comment on organise ça, mais ça pourrait être une bonne idée de faire une petite sculpture de bestiole. Après, le problème, c'est que je vais peut-être avoir envie d'en garder une. Je pourrais en faire 2 à la limite. Vous savez quoi? Je fais 2 petites limaces avec des cartables. J'essaierai de faire des trucs qui représentent à la description du coup à la description qu'en est faite. Et j'en garderai une pour mon décor et il y en a une qui ira chez vous.
Ça paraît pas mal, ça paraît pas mal. Bon, en tout cas, c'était très très cool comme live. J'ai vraiment adoré. De toute façon, les petits live lectures, c'est toujours marrant. C'est ce qui me fait dire que ça reviendra. Peut-être qu'à d'autres occasions, je retrouverai d'autres trucs de lecture. On s'était dit que ce serait pas con de faire des lectures de contes comme j'avais fait auparavant. Donc, on pourrait faire ça. Oui, tu en fais plusieurs, c'est une bonne idée. Ouais, on pourrait faire ça. Peut-être que 2, parce que après, au-delà, c'est peut-être un peu beaucoup, mais. Après, je pensais juste à la sculpture. Je t'ai pas dit le GIF car j'ai peur de la livraison. Oui, après, bon, ça, on s'arrange, hein. S'il y a quelqu'un qui a pas envie de le recevoir ou si, voilà, on peut toujours s'arranger. C'est pas une galère, Zou, on s'amuse beaucoup avec tes personnages. Ok, bah tant mieux. Tant mieux. Mais je pense qu'on continuera les lectures de trucs et puis à la limite, dans le futur, je trouverai d'autres livres à lire. Peut-être que je lirai avec ma voix normale juste en faisant des personnages. Mais c'est vrai, ce qui est dur avec Lovecraft, c'est que en fait, il y a beaucoup de réflexion et de description. Et j'aime bien quand il y a des personnages pour faire des voix rigolotes. Du coup, les contes, c'est peut-être un peu mieux pour ça. Puis pareil, la durée est plus facile à appréhender. Mais on verra. On verra. Peut-être qu'on trouvera un roman ou un livre après ça. Peut-être un autre livre d'horreur avec plus de personnages. On verra. Bref, dans tous les cas, déjà, je vais dire bye à la rediff. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit live lecture. J'espère que ça vous a plu. On se dit à très bientôt. Ciao, bye bye la rediff.